Bienvenue sur les voies de la paix. J'y repense et aujourd'hui en escalade c'était n'importe quoi. Tout le monde voulait les mêmes chaussons, c'était la guerre pour en avoir une paire à la bonne taille. Et du coup Quentin, toi qui es un as du sport et de l'escalade, est-ce que tu pourrais m'expliquer le rôle que joue le sport dans la guerre ou dans la paix ? Ah oui, bonjour à tous. Ça, je suis d'accord, ce matin, pour avoir un chausson d'escalade de la bonne taille, c'était la guerre. Mais d'abord, j'ai une autre info à vous faire, car, chers amis, un nouveau président va être élu. Et oui, je ne parle pas aux citoyens français exemplaires qui est en vous, mais bien aux sportifs adeptes des Jeux Olympiques. En effet, cette année, le Comité international olympique, le CIO, va changer de président. 7 candidats vont tout tenter pour accéder au poste suprême. Parmi eux, David Lapartien, le prince Faisal Al-Hussein, Morinari Watanabe, Kirsty Coventry. Attendez, quoi ? Une femme ? C'est que Coubertin devrait se retourner dans sa tombe, là. Mais c'est qui Coubertin ? Et pourquoi il serait pas content ? Pour comprendre tout ça, on rembobine et on retourne à la fin du 19e siècle. 1894, le baron Pierre de Coubertin, pédagogue français et grand réformiste du sport, recrée les JO, avènement du sport moderne. Pour lui, le sport doit être un instrument de paix et d'unité. La trêve olympique est remise au goût du jour. Les symboles des Jeux sont créés, drapeaux, torches, flammes. Tous ont pour but de montrer l'esprit d'unité entre les athlètes, mais aussi entre les nations. Pourtant, là, on a déjà un problème, la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Et là, Coubertin est radical. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Et ouais, pas génial. Selon lui, les Jeux doivent être le théâtre de l'exaltation solennelle de l'athlétisme mâle. Mais grâce aux contestations de femmes comme Alice Milia, celles-ci feront leur premier jeu en 1928. Bon, pour un objectif de paix, je sais pas si on peut réellement parler de réussite sur ce premier point. Au niveau militaire, à l'international, là encore, les Jeux vont être très vite confrontés à la guerre. 1914, Première Guerre mondiale. Le monde se retrouve plongé dans un conflit international. Mais le sport alors ? Au lendemain de cette grande guerre, la der des der, on a les Jeux d'Anvers en Belgique en 1920. Belgique qui fait partie du camp des vainqueurs de la Triple Entente. Et que fait le CIO ? Il interdit tout simplement la participation aux Jeux d'Anvers des nations défaites, donc l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, etc. Pas la meilleure façon de favoriser les relations internationales. Et 28 ans plus tard, rebelote avec les perdants de la Seconde Guerre mondiale aux Jeux de Londres en 1948. Bref. Malgré l'objectif de Coubertin de paix par le sport, le bilan est quand même très mitigé. Ah oui, d'accord. Quand il y a la guerre, le sport peut être un moyen potentiel de revenir à la paix. Mais alors, en temps de paix, ça donne quoi ? En temps de paix, quel doux rêve finalement. Situation paisible, favorisation des relations internationales, c'est beau. Mais finalement, on n'est pas du tout là, puisque aussi contradictoire que cela puisse paraître, le sport en temps de paix est utilisé, oui, pour faire la guerre. Et là encore, les exemples ne manquent pas, notamment dans les JO. Citons par exemple les Américains, 1904, les Jeux de la honte à Saint-Louis, où les Afro-Américains n'ont pas eu le droit de participer à ces Jeux en raison de la ségrégation à l'époque. Mais 1936 aussi, avec les Jeux de Berlin aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, où Hitler utilise les premiers Jeux télévisés du monde, donc événement très important, pour montrer la puissance de son nouveau régime et de son empire nouvellement créé. Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Donc, montrer sa puissance pour préparer la guerre, puisque à cette époque, il préparait déjà la guerre. Le CIO, il a aussi montré qu'il savait utiliser les Jeux pour punir dans le monde, même en temps de paix. On comptera les Jeux de 64, 76, etc. Bref, les exemples ne manquent pas pour montrer que les Jeux olympiques sont le théâtre d'enjeux politiques et pour la guerre aussi. Mais Paris 2024 alors ? Grand Jeux olympiques, puisque l'égalité homme-femme entre les athlètes a enfin été atteinte. On espérera qu'elle sera respectée pour les prochains Jeux d'ailleurs. Mais malgré tout ça, encore une fois, la géopolitique internationale n'a pas pu s'empêcher de s'incruster, notamment avec la guerre en Ukraine et la Russie. À Paris, les athlètes russes et biélorusses ont été soumis à certains critères pour participer aux Jeux, comme la participation sous bannière olympique neutre. En plus de ça, ils et elles devaient être obligés de montrer qu'ils ne soutenaient pas la Russie dans le conflit avec l'Ukraine. D'ailleurs, la Russie, elle, a répliqué fortement. Elle a menacé le CIO de diverses conséquences après la confirmation de sa suspension, comme titrait le Figaro. Pourtant, Thomas Bach, le président du CIO, disait « Aujourd'hui, les ambassadeurs de la paix, c'est vous », en parlant des athlètes. Alors pourquoi les bannir ?
Finalement, le CIO, malgré ses intentions de paix et d'unité tant promues, notamment par son président, s'est maintes fois impliqué dans les relations internationales et les conflits géopolitiques. Alors, que faire ? Changer de président ? On dirait bien qu'ils ont eu l'idée avant nous. Peut-être même que le prochain président sera présidente. Affaire à suivre.